À la limite entre les Côtes d'Armor et le Morbihan, le paysage a été bouleversé par l'homme. Le lac artificiel de Guerlédan est le plus grand lac de Bretagne. Il doit son existence à un barrage et à un petit canal qui relie Nantes et Brest. Le canal fut creusé par des forçats qui logeaient dans l'abbaye Notre-Dame de Bon Repos. La noble abbaye cistercienne fut créée au XIIe siècle, avant de connaître un long déclin. Elle fut pillée et resta longtemps à l'abandon, avant d'être en partie réhabilitée. Au XVIe siècle, la Vilaine fut la première rivière canalisée de France. Elle y a gagné un cours très paisible que rien ne vient perturber aujourd'hui. Le site mégalithique de Saint-Just remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ. Un site parmi les plus importants d'Europe par le nombre et la diversité des pierres levées que l'on y trouve. Au départ, l'ensemble des menhirs étaient tombés par terre. Et pendant la fouille, donc les archéologues ont retrouvé les trous où étaient fichés ces menhirs. Et à partir de là, donc, ils ont pu reconstituer tout cet ensemble de cet aliment. Là, il y a eu des hommes, des personnes qui ont été enterrées. Donc c'est quand même un lieu de sépulture. Et aussi savoir que des hommes ont déplacé ces gros blocs pour faire un monument. C'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a du mal à imaginer comment elle est transportée. L'idée de réaliser le canal de Nantes à Brest remonte au XVIe siècle, lorsque le duché de Bretagne et le royaume de France furent réunis. Les communications par la route étaient mauvaises. Il faudra pourtant attendre 3 siècles et le blocus britannique pour que les travaux du canal soient lancés par Napoléon. Au bord de l'Oust, la localité de Josselin se blottit au pied d'un impressionnant château. La bourgade porte le nom d'un des premiers membres d'une puissante famille princière de Bretagne qui sera très impliquée dans l'histoire de France. Au tout début du XIe siècle, un château domine déjà la vallée. L'édifice actuel appartient à la famille de Rohan. À la fois imposant et élégant, il possède une remarquable façade de pur style gothique flamboyant. La fonction du bâtiment a évolué. D'abord, au départ, le château avait exclusivement une fonction militaire. C'était une forteresse. Elle a été d'ailleurs construite sur le modèle du château royal de Vincennes. Et elle était l'une des plus puissantes forteresses de Bretagne et elle a été aussi une des plus puissantes forteresses de France. Mais au début du XVIe siècle, le vicomte Jean II de Rohan, qui était l'oncle de la reine Anne de Bretagne, a fait plaquer sur cette vieille forteresse un logis qu'il a fait ornementer avec beaucoup de soin et de goût. Vous pouvez constater que cette façade, qui est à la fois un exemple du gothique flamboyant et un témoignage de la Renaissance bretonne, est d'une richesse et d'une luxuriance exceptionnelle. Sillonner la Bretagne, c'est découvrir une terre qui, depuis des millénaires, a constamment été façonnée par l'homme. Le Finistère est le département le plus à l'ouest de la Bretagne. La côte occidentale est baignée par l'Atlantique, le long d'un littoral très tourmenté. Depuis le XVIIe siècle, au bord de la lande, entre la pointe du Vent et la baie des Trépassés, se hisse une chapelle. Sa cloche devait prévenir les bateaux qu'ils approchaient une côte inhospitalière. La côte sait pourtant se faire accueillante, à l'abri de la baie de Douarnenez. La ville a établi sa prospérité grâce à la pêche. Mais aujourd'hui, la navigation de plaisance a largement pris le relais. Douarnenez possède 3 ports, adaptés aux différents types de bateaux et à leurs activités. C'est la toile à voile qui a fait la fortune de Locronan.
la localité a connu une fantastique réussite économique dès le XIVe siècle, grâce au savoir-faire des tisserands. Les maisons des marchands de toile constituent un patrimoine exceptionnel. L'église Saint-Ronan fut bâtie au XVe siècle. Le pompeux édifice raconte l'essor, l'apogée et le déclin brutal de la toile à voile à Locronan. L'activité commença à décliner avec l'invention du métier à tisser mécanique. Le massif armoricain est le socle de la Bretagne. Il a subi une longue érosion, mais il subsiste des sommets où le vent favorise les acrobaties des avions télécommandés. Au pied de la colline s'étire la presqu'île de Crozon, qui enfonce la pointe du Toulinguet dans la mer d'Iroise. La presqu'île de Crozon est devenue la 8e réserve naturelle régionale de Bretagne. Elle regroupe plusieurs sites entre terre et mer. Ce sont pour la plupart des falaises aux roches et minéraux hors du commun. Toute l'histoire géologique de la Bretagne se livre ici, à ciel ouvert. Le monument aux Bretons de la France libre a été érigé sur la pointe de Penhir. Dans la baie de Douarnenez, les falaises ont laissé la place à une anse tranquille où se niche le port de Morgat. Plus au nord, à Camaret-sur-Mer, dans la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour, les ex-votos de marins sont suspendus sous la voûte, qui a la forme d'une coque de bateau inversée. Et depuis le XVIIe siècle, la tour Vauban veille sur l'entrée du port. Brest est la 2e ville de Bretagne. En raison de sa situation géographique excentrée, un dicton affirme « On ne passe jamais par Brest, il faut avoir une raison d'y aller ». Mais il est vrai aussi que les raisons d'y aller ne manquent pas. Les activités portuaires sont le principal atout économique de la ville. Brest est le 2e port militaire de France, après Toulon. La tour Tanguy et le château fort de Brest ont été construits au Moyen-Âge. Leur présence dissuasive était nécessaire pour protéger la vaste rade où des flottes importantes peuvent trouver un abri naturel. Depuis des siècles, les bateaux du monde entier viennent jeter les amarres en Bretagne. Le mouillage de Brest accueille des bateaux militaires et civils. Les marins de tous bords se croisent ici dans une animation permanente, surtout lorsque se tiennent les fêtes des tonnerres de Brest. De nombreux navires-écoles fréquentent alors le port de Brest, comme le Sedov, le plus grand voilier navire-école du monde. Le 4 mâts appartient à la flotte russe. Les chants des marins venus des 4 coins du globe se ressemblent. La mer est leur source d'inspiration.
À l'occasion des tonnerres de Brest, les bateaux traditionnels viennent de partout. C'est un événement qui se reproduit tous les 4 ans. À l'ouest de Rennes s'étend la plus grande forêt de Bretagne, la forêt de Paimpont, un espace forestier longtemps surexploité. La présence humaine dans cette forêt est très ancienne. Certains éléments de l'abbaye de Paimpont remontent au 7e siècle. À travers la région, les références à l'histoire sont multiples. Les références à la littérature et aux légendes sont tout aussi nombreuses dans un environnement où la réalité et les mythes se confondent. Des personnages de romans comme Merlin l'Enchanteur règnent depuis le Moyen-Âge sur un monde magique. Ils peuplent une forêt imaginaire, la forêt de Brocéliande. Le robuste château de Trécesson baigne lui aussi au milieu des légendes. Pour résister aux envahisseurs germaniques, c'est un seigneur breton qui aurait organisé la défense, le fameux roi Arthur. Il y a plusieurs mythes et légendes dans la forêt de Brocéliande. On a les histoires locales qui sont sur la forêt de Brocéliande elle-même, mais on a surtout la légende arthurienne. Alors là, la légende arthurienne, il faut remonter au 9e siècle pour commencer à avoir certaines choses, mais c'était une tradition orale à l'époque. Donc ça s'est transmis de bouche à oreille et on doit attendre le 12e siècle avec un certain, par exemple, Chrétien de Troyes, pour avoir les premiers écrits médiévaux de la légende arthurienne. Dans la forêt de Paimpont, on rencontre des témoins vivants d'un lointain passé. Le chêne à guillotin est un des plus connus. Le tronc est creux. L'arbre aurait 1000 ans et aurait abrité l'abbé Guillotin poursuivi par les révolutionnaires. Le vieux chêne impose le respect. On se sent modeste. Moi, je repense à toute cette histoire qu'il a vu passer devant lui. La Révolution, les empires, et puis c'est un chêne breton en plus, donc il a quand même des origines celtes. Pendant le Fest-Noz, la fête de nuit, on célèbre les traditions bretonnes en dansant. Au nord de la pointe de l'Arc-Ouest s'éparpille l'archipel de Bréhat. Entre les îles et le continent, une vedette fait la jonction. À peine 10 minutes de navigation suffisent pour arriver à destination. L'île de Bréhat est l'île principale. En réalité, elle se compose de 2 îles réunies entre elles, l'île Nord et l'île Sud. L'ensemble couvre à peine 3 km². Il n'est pas rare de rencontrer des plantes tropicales sur l'archipel. L'île Sud possède un climat très favorable à l'abri du vent et des embruns salés. Les murs et les haies augmentent encore les protections dont bénéficie largement la végétation. Les reliefs sur l'île de Bréhat sont très symboliques. Le point le plus élevé de l'île est un monticule rocheux, le Crec Simon. Un crec est un coteau en breton. Il culmine ici à 35 mètres d'altitude. L'apparence de l'archipel est totalement différente à marée haute et à marée basse. Le moulin à marée du Birlot utilise l'eau de mer depuis le XVIIe siècle. L'île Nord est beaucoup plus exposée au large. Les pins ou la lande ne s'y installent pas facilement car la côte rocheuse est régulièrement battue par le vent et les vagues.